Alors, bonjour Rachel, bonjour Clémence. C'est une Bonjour situation assez Nicolas. exceptionnelle. Pour cause de pandémie, les rencontres professionnelles de Lire en Poche 2020 se déroulent à distance. Elles ont été captées au préalable afin que les élèves de l'IUT Métier du Livre puissent profiter de vos saintes paroles. Je dis saintes paroles et non sans un petit rictus puisque nous allons aborder la question de l'humour dans la littérature jeunesse et cette évidente question, peut-on rire de tout, spécifiquement dans la littérature jeunesse? Rachel, vous êtes auteur depuis Oui. 1998 maintenant. Votre collaboration avec Clémence, qui est éditrice chez Casterman Jeunesse, s'opère depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez l'une et l'autre, tout d'abord, nous raconter comment est-ce que vous travaillez sur Clémence, les ouvrages de Rachel? Rachel, comment est-ce que vous supportez votre éditrice? Oh, ça va, je la supporte, je dois dire. C'est même très très agréable de travailler avec Clémence parce qu'elle est très ouverte aux idées que je lui apporte. Elle m'aide à les approfondir. Elle accueille toujours avec enthousiasme les tapuscrits que je lui envoie. Et puis après, bon, certes, je la maudis de temps en temps, elle et son acolyte, quand justement elles veulent me faire supprimer, rajouter des choses, mais c'est toujours pour le bien du livre. Ça ne fait que l'améliorer. Non, non, nous avons de bonnes relations. Pas sanglantes, en fait, on ne se bat pas. Voilà. On Clémence, discute. Clémence, vous travaillez depuis 2 ans chez Casterman Jeunesse. Combien d'ouvrages vous avez réalisés avec Rachel? Alors avec Rachel, pour l'instant, on en a réalisé 3. On en a un 4e en cours de route. Donc on a eu 2 petits romans qui sont parus cette année, un en janvier et un fin août. Et il y en aura 2 encore l'an prochain. Et voilà, mais c'est vrai que ça représente déjà 2 ans de travail ensemble et de réflexion et d'apprivoisement et en même temps de plaisir parce que ça s'est fait plutôt naturellement et j'avoue que moi j'apprécie vraiment déjà au départ le travail de Rachel et que j'ai senti que l'envie était vraiment là des 2 côtés de faire de nouveaux romans ensemble et qu'on s'entend bien. Oui. On a une bonne alchimie sur ce petit Tout moment. à fait. Heureusement, heureusement. Alors, la littérature jeunesse, en quelques chiffres, ce sont en 2018 347,6 millions précisément d'euros réalisés. C'est aussi le troisième plus important secteur dans l'industrie du livre. Vous avez donc une très lourde responsabilité toutes les deux, outre celle de faire lire les enfants. Euh, en comparaison, on dit que la littérature plus classique, c'est 59% des ventes qui sont faites en France. Dans cette littérature, le format poche à proprement parler représente tout de même près d'un 6e du chiffre d'affaires global. Outre cette responsabilité, et puis pour raccrocher immédiatement avec notre sujet, quand on vous évoque l'humour en littérature jeunesse, Clémence, Rachel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement? Je laisse Clémence monter au front. C'est l'enfance, la fraîcheur en fait. La fraîcheur de l'enfance et un humour qui peut-être sera pas exactement le même que celui qu'on a adulte, mais qu'on peut avoir gardé quand même en soi. Et oui, un regard particulier sur le monde, un humour particulier parce que c'est un regard particulier qu'ont les lecteurs à cet âge-là et avec lequel on essaye d'être en phase. Vous voulez dire une manière de renouer, de décaler la réalité pour la rendre plus accessible à l'enfant? Une manière d'aborder les choses du monde, que ce soit des problèmes graves ou le quotidien, à hauteur d'enfant, vraiment. Enfin, je veux dire, et mine de rien, enfin, je veux dire, on évolue quand on devient adulte, on ne voit plus les choses pareilles, on réduit parfois un peu son regard, sa vision, et on se ferme un peu des champs et des idées. Et voilà, je pense qu'il y a une vraie liberté quelque part en jeunesse de ce point de vue-là, à tout point de vue, mais aussi voilà, dans l'humour, je pense qu'on peut renouer avec plus de liberté. Oui, Franquin disait qu'un enfant, un adulte, pardon, c'est un enfant qui a mal tourné. Ou qui n'a Oui. pas. Ouais. Rachel, l'humour en littérature, vous qui la produisez, cette littérature jeunesse, qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, en fait, je suis pas, je dirais pas la même chose que Clémence parce que moi, l'humour en littérature jeunesse, je n'écris qu'en jeunesse, mais
les vieux ont le droit de lire mes livres, et d'ailleurs, moi, je suis vieille et je les écris. C'est l'humour que je vis, moi, au jour le jour. C'est ma manière d'être au monde et ma manière de supporter la réalité. Donc, par contre, je pense que je ne pourrais pas écrire des livres drôles qui seraient aussi bien perçus si j'écrivais pour les adultes, parce que c'est vrai, ce que disait Clémence, c'est qu'avec les enfants, avec les enfants, en tout cas, on peut vraiment y aller, et plus il y en a, plus ça les fait rire. Avec les adolescents, il faut plus de doigté. Mais voilà, j'ai l'impression, moi, quand j'écris des livres drôles, quand j'écris mes livres drôles, j'ai l'impression d'être moi, enfant, toujours vivant, et d'être perçue par mes pairs, c'est-à-dire d'autres enfants qui trouvent que la vie est très rigolote, en fait, et que les gens sont très bizarres et que les situations sont incroyables. Voilà. Alors, avant de devenir auteur, éditrice, vous avez été toutes deux lectrices. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui, dans votre passé de jeune lectrice, vous a marqué justement pour cet humour? Ça, c'était une question piège et qui n'est pas sympa d'être bête. J'en ai un qui me vient immédiatement, mais c'est très bateau, hein. Je veux dire, ça peut être la réponse de plein de monde. Mais quand j'ai commencé à lire étant enfant, j'ai commencé forcément à lire avec Roald Dahl, et en littérature jeunesse, le livre qui pour moi reste vraiment le plus, quand je pense drôlerie, humour, le premier qui me vient, c'est Mathilda de Roald Dahl, parce que en fait, je me souviens encore de chaque gag, chaque scène. Quand Mathilda en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Et en même temps, c'est intéressant quand on y pense, parce que c'est aussi une histoire empreinte de gravité. Et de toute façon, dans les romans de Roald Dahl, il y a aussi de la gravité, c'est pas que du délirant. Mais voilà, il a typiquement pour moi cette manière de s'amuser avec le monde et avec les choses. Et moi, ça serait plutôt Papa Longue Jambe. Papa Longue Personne Jambe connaît, oui, bon. Racontez-nous, Rachel. Comment? Racontez-nous. C'est un super livre. Ça s'appelait Papa Faucheux avant, et puis c'est devenu Papa Longue Jambe. C'est un roman épistolaire, en fait, d'une américaine. C'est un livre très ancien, mais qui a un vrai chef-d'œuvre. Et puis justement plein d'humour, très enlevé. Mais en fait, moi, quand j'étais enfant, j'aimais surtout les livres tristes. Donc, ouais, bon. Vous a conduit à écrire d'autres livres beaucoup moins tristes, eux, en revanche. Non, mais j'aimais les livres tristes, mais j'aimais les films drôles, et j'aimais les blagues. Donc voilà, ça équilibrait. Absolument. Alors, je vous propose de tordre le cou immédiatement à cette question qui est assez complexe. Peut-on rire de tout en littérature jeunesse? Bon, peut-on ou ne peut-on pas? Non, on ne peut pas. Moi, je m'interdis de rire de tout. J'ai écrit un grand nombre de livres sur la Shoah, un grand nombre de romans, et j'aimerais pouvoir faire voilà, je vais montrer ce livre que je trouve de Jean-Claude Grunberg, oui. Voilà, de Jean-Claude Grunberg, La plus précieuse des marchandises. Des marchandises. Voilà, un livre pour adultes, mais qui peut être lu par les adolescents, qui parle de la Shoah, qui n'est pas un livre drôle, mais il y a vraiment une façon de raconter qui est pleine d'humour. Et voilà, mon rêve, ça aurait été d'arriver à écrire un livre sur la Shoah qui contienne beaucoup d'humour. Je pense que je ne le ferai jamais, parce que j'aurais trop peur d'être mal comprise, mal perçue, utilisée, détournée, etc. Donc, il y a des sujets, moi, que je m'interdis, et il y a d'autres sujets que les éditeurs, à mon avis, ou l'air du temps, m'interdisent, alors que j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien écrire un livre politiquement très incorrect. Voilà, j'ai plein d'idées. On va revenir à ces idées. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, Rachel, mais c'est difficile de répondre et de dire est-ce qu'il y a des sujets interdits et est-ce qu'il y a vraiment des choses dont on ne peut pas rire dans l'absolu en littérature jeunesse. Du coup, moi, je ne trouve pas en soi d'exemple, parce que j'ai plutôt l'impression que, par exemple, si tu t'interdis des sujets, c'est personnel, tu l'as dit, et que c'est parce que tu n'as pas trouvé la manière d'en rire, la bonne manière pour que ça passe ou que ça puisse être utile, ou voilà. Ah si, excuse-moi de te couper. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, je trouverais la manière d'écrire là-dessus, puisque j'en parle dans ma vie. Je sais en parler avec humour, mais j'aurais trop peur de ne pas être comprise. C'est plutôt ça. Finalement, la récupération qu'on pourrait faire de l'œuvre qui vous préoccupe et qui vous retient. Absolument. Oui.
Ce qui fait que la question «peut-on rire de tout?» pourrait se transformer en «comment rire de tout» en réalité. Oui, pour moi, c'est un peu ça. Et on est régulièrement face à des sujets, même quand c'est pas le sujet global d'un livre, mais juste une petite blague par-ci par-là, quelque chose qui est amené à se poser des questions et à se dire est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut se le permettre? Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit, c'est juste que ça n'a pas été fait de la bonne manière, ou que voilà, que ça ne sonne pas bien et qu'on sent que ça pourrait être mal interprété, mal perçu. Excusez-moi, est-ce que je vous ai perdu? Non. Non, on est là. Non, non. Il y a des fenêtres qui apparaissent de toutes parts. Je suis vraiment confus. Ce sont les aléas de ce direct enregistré pour un futur différé. Dans une maison d'édition, il y a des légendes qui courent. Est-ce qu'il y a des restrictions, des contraintes qui pèsent sur le travail d'éditeur, d'éditrice en l'occurrence, Clémence? Est-ce qu'on vous demande de faire particulièrement attention en disant ah, ce sujet-là, non, il faut l'éviter, quand bien même le traitement serait humoristique? Est-ce que, au contraire, on vous oriente vers des sujets en disant est-ce que tu n'as pas un auteur, une auteure qui serait en mesure de travailler sur telle ou telle thématique? Dévoilez-nous les secrets. Pour ce qui est du genre comédie humoristique, on a envie d'en faire, c'est sûr, et on a envie d'en proposer. Par exemple, actuellement, on aurait très très envie d'en proposer plus pour les adolescents, les grands ados, parce que on a l'impression qu'on est souvent dans des traitements plutôt graves, plutôt intimistes et oui, un peu graves pour les ados, un peu dramatiques, et que ça ferait du bien d'avoir un peu plus de légèreté. Et il y en a de temps en temps, mais pas tant de romans ados légers que ça. Donc, par exemple, voilà. En tant qu'éditrice, je réfléchis sur cette proposition qu'on pourrait faire au plus grand et j'aimerais trouver les bons auteurs pour le faire. Ensuite, pour ce qui est d'aborder certains sujets et de prendre des pincettes avec certains sujets, c'est évident, c'est pas que quand c'est traité sous le prisme de l'humour, c'est quand un livre parle d'un sujet qui est un peu sensible ou un peu qui va toucher particulièrement certaines personnes qui seront concernés, effectivement, on a toujours cette réflexion sur mettons-nous à la place de ces lecteurs. Est-ce qu'on est dans le juste? Est-ce qu'on ne dit pas n'importe quoi? Est-ce qu'on ne les stigmatise pas? Voilà. Qu'est-ce que ça va leur apporter à eux? Comment vont-ils le prendre? On pense aussi évidemment aux prescripteurs et à tous ces professionnels qui devront conseiller le livre ou s'en emparer pour en parler avec les jeunes. Et voilà, on veut effectivement à tout prix que ça soit bien compris et pas mal interprété et voilà, que le livre soit bien reçu. Alors de plus en plus, c'est pas forcément lié au traitement par l'humour, mais de plus en plus, quand on a des sujets sensibles, on réfléchit un peu comme les Américains qui ont des sensitivity readers, des gens à qui ils vont faire lire les manuscrits avant de les publier pour voilà, bien vérifier, checker est-ce que le sujet est bien traité, est-ce qu'il est bien compris, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur et de maladresse vis-à-vis des communautés ou n'importe quoi. Et c'est vrai que de plus en plus, ça peut être important dans la réflexion éditoriale et ça peut être une étape qui se formalise et c'était peut-être moins le cas avant. Oui, ces fameux lecteurs, ces SR, comme on les abrève, peut-être détaillez-nous un peu plus leur fonction. Ce ne sont pas du tout des censeurs comme ils ont pu être présentés dans la presse. Ils n'ont pas vocation à dire ce livre-là ne doit pas sortir. Au contraire, ils ont vocation à encadrer l'ouvrage pour garantir la justesse dont vous parliez tout à l'heure. Oui, ce sont plus des consultants que des censeurs. C'est-à-dire qu'on fait appel à leur expertise et à leur sensibilité vis-à-vis d'un sujet. Là où peut-être ils se connaissent mieux que nous ou qui sont concernés directement pour avoir en fait ce sont des bêta lecteurs, ce sont des lecteurs avant l'heure et un test voilà de réception du livre pour voir si ça fonctionne ou pas. Oui, mais il se pose parfois un petit peu en censeur. Moi, j'ai une expérience, je peux en parler là maintenant bien sûr, pour ce livre, on est entre nous. d'Annie Dinan, voilà, qui est un livre drôle que tous mes éditeurs de l'époque m'avaient refusé parce que ça leur faisait peur. Bon, c'est l'histoire d'un garçon qui dit non à tout, qui déteste ses profs.
et il les déteste tellement que pour passer le temps en cours, il s'imagine comment il pourrait les assassiner en se servant de leur matière. Et puis, du coup, il se met très, très attentif en classe, vu qu'il imagine le prof en train de se tordre de douleur. Il va lancer un concours, et bon, bien sûr, il va se faire prendre. Et il y a toute une réflexion sur le fait que d'imaginer des choses comme ça, il ne faut surtout pas passer à l'acte. Bon, c'est un livre drôle. Mes éditeurs me l'avaient refusé parce que ça leur faisait peur. Finalement, Nathan le voulait bien, mais a fait appel à ses lecteurs. Voilà. Donc, certains ont tout à fait compris l'humour et le fait que c'était un livre qui pouvait faire beaucoup de bien aux jeunes lecteurs, mais d'autres, ils m'avaient envoyé les commentaires, c'était affligeant, c'était non, les élèves ne nous voient pas comme ça, c'était une prof, les élèves ne nous voient pas comme ça. Voilà. Oui, c'est ça. Et pas étonnant qu'ensuite il y ait de la violence, comme si ce livre drôle, qui est complètement, c'est du domaine du fantasme, mais personne n'est jamais passé à l'acte après avoir lu ce livre. Mais voilà, et continuant sur le fait qu'il y avait des voitures brûlées, des choses comme ça. Enfin, il y a certaines personnes qui font partie de ces panels qui s'érigent vraiment en censeurs. Maintenant, les éditeurs ne sont pas forcés de tout écouter, mais les adultes ne sont pas non plus forcément capables de réaliser ce qui va faire rire un enfant ou ce qui va faire du bien à un enfant. Pas tous, en tout cas. C'était l'un des propos de Thierry Magnier, l'éditeur, qui disait, mais on a un problème, nous adultes, c'est qu'on lit ces ouvrages pour les jeunes avec nos yeux d'adultes, avec nos frustrations, avec notre expérience, notre passif, et on ne se rend pas compte qu'on passe à côté de l'œuvre que lit l'enfant, qui lui n'a pas toutes les contraintes qui nous sont tombées dessus quand on est devenu adulte, justement. Ce qui fait que cet humour dans la littérature jeunesse, plus spécifiquement, passe par un comment élaborer le texte. Finalement, c'est une pédagogie de l'humour, c'est apprendre à l'enfant ce qui peut être drôle, ou tout du moins comment relativiser une situation. C'est un peu cela la mission que l'on a quand on est auteur, éditrice. Oui, moi je pense. Vas-y. Non. Quand vous dites comment relativiser une situation, c'est pour moi effectivement un des apports précieux de l'humour, justement, en jeunesse. On peut avoir plein d'exemples. Et d'ailleurs, les romans qu'on a fait ensemble avec Rachel en sont de très bons. C'est comment dédramatiser quelque chose d'un peu malheureux, d'un peu triste, ou comment dédramatiser, les difficultés en rigolant. Absolument. Mais ça, c'est pas que l'humour en jeunesse, c'est pas que l'humour dans la littérature, c'est l'humour partout et toujours à tout âge. Ça permet quand on arrive à se moquer de ce qu'on vit et à se moquer de soi surtout. Voilà, le dernier qu'on a fait ensemble avec Clémence, qui est sorti, c'est l'Amicale des sans-amis. Voilà, c'est les enfants qui n'ont personne avec qui jouer à la récréation et qui vont finalement se regrouper en amicale, mais l'amicale, normalement, c'est avec des amis. Eux, ils n'ont pas d'amis, donc voilà. Ils forment l'amicale des sans-amis avec gros problème au bout d'un moment. Est-ce qu'on peut faire partie de l'amicale des sans-amis si on a des amis qui sont des sans-amis Voilà, avez-vous une réponse? Voilà. Et c'est un livre ce sont des enfants qui, au fond, sont très tristes et ont quelque chose de très malheureux, mais et le livre, et leur amicale, et leur façon de vivre ça, finalement, grâce à l'humour, va leur permettre de le surmonter. Dans cette approche de contrôle, alors le mot contrôle est malvenu, disons de vérification, il y a cette approche, effectivement, comment est-ce qu'on voit le livre, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on corrige des points qui pourraient être sensibles. Il y a aussi finalement le regard de ceux qui ne sont pas ces bêta-lecteurs, qui sont les auditeurs que vous pouvez avoir dans un salon, dans une rencontre scolaire. Rachel, vous avez un souvenir d'une rencontre qui tourne mal parce que tout d'un coup, l'humour ne passe plus, l'objet du livre et l'objet de votre intervention sont incompris? Alors, c'est pas que ça tourne mal parce que j'ai réussi à chaque fois à récupérer mon auditoire, mais
j'ai fait beaucoup de rencontres. Alors, ça, ce sont des souvenirs assez douloureux. Je fais beaucoup de rencontres autour d'un livre qui s'appelle Yankov, qui est un livre sur la Shoah, et, euh, et où je faisais on parlait de l'antisémitisme, et je faisais des blagues là-dessus, comme je fais toujours, et où je me rendais compte qu'en fait, les élèves, ils étaient vraiment, absolument persuadés que les Juifs étaient très, très riches et avaient le pouvoir, oui, ben oui, avaient le Eh oui, pouvoir. les stéréotypes, on la vie dure. Voilà. Et que moi, j'étais en train de blaguer dessus, mais en fait, eux, ils pensaient que je blaguais pas, que j'étais d'accord avec eux. Euh, et que j'étais comme ça. Donc, bon. Et donc, alors, expliquer que j'avais dit ça pour rire et que non, bien sûr, je n'étais pas millionnaire et que non, je ne détenais pas le pouvoir et que je faisais pas partie, enfin, que les Juifs ne faisaient pas partie n'étaient pas en train de mettre la main sur le monde. C'est compliqué parce que quand vous avez fait une blague, vous vous rendez compte que les gens ont cru que vous étiez sérieuse sur un sujet aussi grave. Ça pose question et c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle je pense que je n'écrirai pas de livre drôle sur cette période de l'histoire. Mais parfois, il y a d'autres moments où j'arrive à expliquer, mais une fois, des élèves me demandent quel était mon animal préféré. J'avais un animal à la maison et j'ai répondu, j'avais un mari, mais je m'en suis séparée. Et il y a eu un silence et ils m'ont regardé, mais hyper choquée. Et j'ai dit, c'est une blague. En fait, c'est pas une blague parce que c'est pareil, il faut le nourrir, il faut le sortir. Enfin bon, bref. Mais j'ai dit que c'était une blague. Et finalement, ils ont ri. Et paraît-il, ils en ont parlé après à tous leurs profs, comme c'est la chose la plus drôle qui avait été dite sur Terre depuis que l'humour existe, ce qui n'était quand même pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que le petit moment là où personne ne riait, me regardait horrifiée, je me suis sentie un petit peu mal. Mais écoutez, c'est pas très grave. Mais c'est pour ça qu'en fait, je me dis, on peut écrire, on peut faire rire de tout, mais si c'est pas accompagné et que ça tombe chez des enfants qui prennent tout au pied de la lettre, ça peut être pas grave quand c'est une blague comme ça, mais ça peut être beaucoup plus grave si on parle de sujets, si ça touche à des sujets dramatiques. Plus En même temps, ce problématique, qui est bien sûr. intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles beaucoup de second degré finalement et du fait de savoir manier un peu le second degré. Et c'est un peu comme ce vers quoi nous amenait Nicolas, une sorte d'apprentissage de l'humour. Oui, Ça s'apprend en fait de absolument. comprendre ce qui est dit derrière, pas au premier mais au second degré, quoi. Et ça, on l'apprend beaucoup quand on est enfant. Et je pense qu'effectivement, selon les âges des lecteurs, d'ailleurs, on est dans des compréhensions très différentes. Je veux dire, à 4 ans ou à 8 ans ou à 12 ans ou à 15 ans, on n'en est pas du tout au même stade d'apprentissage de l'humour et de lecture de ce qu'est l'humour. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de tenter, peut-être de tenter un peu de piquant, de second degré, d'impertinence, parce que ça apprend aussi beaucoup au lecteur à prendre du recul. Bien sûr. Voilà, ne pas rester non plus sur leur position au premier degré et à être sûr qu'ils ont raison, mais aussi ça les amène à réfléchir, ça les amène à essayer de comprendre un peu autrement, à se projeter. Enfin, voilà. Alors, justement, Clémence, là-dessus, une question. Euh, Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où l'auteur, l'auteur ou l'auteur, vous présente un manuscrit convaincu de la drôlerie de la chose, et là, il y a quelque chose qui ne se passe pas pour vous. À la lecture, vous vous dites, ça marche pas. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner l'auteur, pour fixer les bonnes limites, réécrire, reprendre? Dans quelle situation vous êtes retrouvé finalement? Ben oui, ça arrive plutôt souvent de se voir présenter un manuscrit annoncé comme drôle et donc on a des attentes, on se dit ah oui, je vais bien rigoler déjà soit en tant qu'éditeur adulte, on se dit bon ben voilà, j'espère que ça va marcher et en fait sur soi déjà ça ne marche pas donc forcément on se demande bah, est-ce que ça marcherait sur des plus jeunes, peut-être je suis pas la cible, mais en fait il y a aussi effectivement des fois des sortes d'humour des auteurs qui croient écrire quelque chose de très drôle qui en sont persuadés, mais en fait, réellement, ça ne l'est pas. Parce que soit ça va être vraiment, vraiment trop décalé. Je veux Oui. dire, voilà, ça va être un humour très, très personnel, très trop. Je veux dire, c'est à manier aussi avec parcimonie et
l'humour ne va jamais tout seul. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on parlait de gravité, de manière dédramatisée et de faire appel à l'humour comme outil et comme complément en contrepoids d'autres choses. Voilà, on ne peut pas faire juste de l'humour gratuit pour l'humour. Enfin, je trouve, là, tous les exemples qui pourraient me venir en littérature jeunesse pour n'importe quel âge de livres très, très drôles et qu'on pourrait même clairement mettre dans la case livre d'humour. Voilà, c'est ça l'ingrédient principal. Mais en fait, non, il n'y a pas que ça. Et voilà, des fois, c'est peut-être l'erreur, c'est de vouloir à tout prix faire des blagues pour des blagues, des jeux de mots pour des jeux de mots, mais que ça ne raconte pas forcément quelque chose derrière ou que voilà, ça n'a pas de matière derrière vraiment intéressante finalement pour les lecteurs. Et puis, on se plante aussi, d'ailleurs, ça me fait penser, on se plante aussi complètement des fois quand on publie certains livres. J'ai acheté les droits d'un album américain, un album illustré qui s'appelait Horse Meets Dog, qu'on a traduit par Cheval rencontre chien, qui est très très cartoonesque. Nous, il nous a fait mourir de rire quand on a découvert le manuscrit et quand on l'a traduit. C'est l'histoire d'un chien qui rencontre un cheval et le cheval voit le chien et est persuadé que c'est un tout petit cheval et le chien voit le cheval et est persuadé que c'est un chien géant. Et en fait, l'un et l'autre voilà, ne peuvent pas aller au-delà de leur propre perception, de leur propre point de vue, ils n'arrivent pas à comprendre que l'autre est différent et ils s'enfoncent là-dedans dans un truc très 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 absurde où le cheval, croyant que le chien est un bébé cheval, veut lui donner un biberon d'avoine. Le chien veut lancer la balle au cheval pour que celui-ci aille la chercher. Et c'est vraiment, nous, ça nous faisait beaucoup rire. Et il se trouve que, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné en librairie auprès des jeunes lecteurs auxquels on voulait l'adresser. On voulait l'adresser à des 5-6 ans, quoi. Enfin, un album qui pouvait lire avec les parents ou quoi. Et en fait, non, c'était bien trop absurde, bien trop loin aussi de ce qui touche les enfants et de ce qui leur parle à cet âge-là, en fait. C'était bien trop adulte comme humour. C'est le non-sens, le nonsense anglo-saxon qui peut-être va trop loin par rapport à un humour plus latin éventuellement. Ce qui impliquerait de considérer, et force est de le constater, que l'humour découle d'un contexte et bien évidemment d'un héritage socio-culturel. Il y a un ouvrage dont j'aimerais que vous parliez, Clémence, s'il vous plaît, c'est Dynamite. Oui, bien sûr, vous voyez immédiatement pourquoi. Dynamite a cette espèce d'approche tout à la fois pédagogique, on y parle des grands mythes de la société gréco-romaine, avec cette petite note, ce petit décalage, et ça rejoint ce que je vous demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'on éduque à l'humour, ou alors comment est-ce que l'humour permet, et ça pourrait être une piste peut-être pour enfin écrire cet ouvrage humoristique sur la Shoah, Rachel, comment l'humour permet d'aborder la chose plus grave finalement, ou la chose pédagogiquement éduquée finalement par le rire. Dynamite, ce qui est particulier, c'est que ce livre, en fait, est une anthologie de mythes grecs. Et c'est quand même des mythes qui, en général, sont un peu connus ou en tout cas qui mettent en scène des dieux qu'on connaît, des références mythologiques qui sont quand même bien connues dès le collège et très, très appréciées des lecteurs collégiens. Donc, c'est vrai que c'est déjà une base rassurante. Qui permet ensuite de s'amuser avec et à partir de ça, voilà, quand on a déjà lu plein d'anthologies de mythes, on peut se dire tout de suite, là oui, ça n'a pas été fait de manière aussi moderne et décalée, donc allons-y, on se donne cette liberté et peut-être que s'il n'y avait pas cette base-là de connaissances et de mythologie qui est enseignée depuis si longtemps et voilà, qui est amenée aux enfants déjà très jeunes, on n'oserait pas aller sur quelque chose d'aussi décalé. Mais c'est vrai que voilà, ce qui était intéressant, c'était de re-raconter par exemple le mythe de Pandore sous forme d'un interrogatoire où c'est la femme qui est face à un policier et le policier la culpabilise en lui disant mais qu'est-ce que vous avez fait et tout, et puis elle en fait elle raconte son histoire qu'elle s'est fait utiliser pour faire ouvrir cette boîte avec tous les mots du monde. Et ça permet d'avoir une approche un peu plus actuelle, un peu féministe, de la fille qu'on n'écoute pas et qui est victimisée et qui est culpabilisée. Il y a plein de traitements très différents dans ce livre, mais il vient juste de sortir, donc c'est vrai que je pense que c'est un outil très très intéressant là pour cette rentrée et même pour les années prochaines à étudier en classe pour aborder autrement la mythologie. Et j'espère que
voilà, que ça plaira beaucoup à la fois aux profs et aux élèves parce que c'est très très frais. On dira que c'est recommandé par Lire en poche et il connaîtra un vif succès. Rachel, vous avez déjà utilisé l'humour pour faire passer un message? Alors, moi, je ne suis pas homme politique, d'ailleurs, je ne suis même pas un homme, je Oh, ne suis pas femme politique. Et je n'écris absolument pas pour faire passer des messages, ouais, c'est pas ma préoccupation. J'écris pour raconter des histoires, bien entendu, qui, il y a un sens dans dans ces mes histoires. histoires, transparaît ma manière de penser et les choses qui sont importantes et les valeurs qui sont importantes. Pour moi, c'est évident. Mais c'est vrai que dans la collection que je fais, enfin la collection, la petite série de livres que je fais avec Clémence, il y a ce message avec des guillemets qui est que on est et on commence sa vie. On a certaines cartes dans notre jeu quand on vit, quand on grandit, mais même toute sa vie, et qu'il faut faire avec, et qu'il y a différentes manières de faire avec. On peut se coucher dans le caniveau et sangloter toute sa vie en disant « Oh mon Dieu, c'est pas juste ou essayer de s'en sortir, de tirer profit des choses difficiles malgré tout, et puis d'avoir recours à notre grand ami, l'humour. Ça, c'est vrai que s'il y a un message que j'aimerais bien qu'il ressorte de mes livres, c'est ça, c'est rions-en, rions de nous, et ça va aller mieux, forcément. Alors cette notion de rire avec tout le monde, qui était l'impossibilité posée par des proches, rire de Mm, tout, bien sûr, avec plaisir au contraire, mais pas avec tout le monde. mm. Ce pas tout le monde, comment est-ce qu'on l'appréhende? Justement, quand on est auteur-éditrice, c'est vers l'autre que l'on dirige l'ouvrage. Une fois qu'il est écrit, il attend son lecteur. Une fois qu'il est édité, les représentants vont le présenter à la librairie, vont le faire circuler pour espérer une mise en place significative. Cette altérité, comment est-ce qu'elle s'appréhende en amont? Comment est-ce que vous envisagez le regard de l'autre? Moi, je l'envisage pas du tout. Quand j'écris, j'écris. Voilà. Après, je l'envisage par contre. Et c'est ça c'est à ça que je pensais tout à l'heure en disant que, vu ce qui m'arrive parfois lors des rencontres où je me rends compte qu'il faut que j'explique des choses, je peux le faire parce que je suis face à la classe et qui a lu mon livre ou le lira, mais que je ne peux pas faire si le livre ils l'ont rencontré tout seul. Moi, me freine en effet. Je me dis que justement parce qu'on ne peut pas rire avec tout le monde et que peut-être tout le monde va lire le livre, il faut faire attention à. Enfin, il y a des choses dont je ne peux pas rire par écrit à cause de ça, puisque je ne sais pas qui va être mon lectorat. Et pourtant, le propre de l'auteur est de souhaiter d'être lu par le plus grand nombre. Non, Ça, c'est d'être pas. bien lu. Ah, Pas pardon, forcément beaucoup lu, mais bien lu. Voilà. principalement. Clémence, sur ce sujet? Euh, je ne sais pas trop comment rebondir, j'avoue. C'était quoi votre Mais question? c'est cette question de l'altérité, finalement. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Alors, je vais vous poser la question différemment et peut-être de manière plus concrète. Casterman Jeunesse propose différentes collections en fonction de tranches d'âge, comme nombre d'autres maisons d'édition. Quel filtre vous pouvez avoir en disant, pour cette tranche d'âge, ça, c'est pas bon. Pour celle-là, oui, ce serait mieux. Finalement, peut-être décaler un livre qui aurait été prévu pour une collection 3-5 ans à la collection 5-7, que sais-je. Mm, mm. Bah, c'est effectivement la principale question, c'est la compréhension. Je veux dire, parce que le but, quand même, c'est d'apporter un plaisir au Mhm. lecteur, d'avoir une certaine connivence avec lui. Donc, voilà, cette connivence ensuite permet de lui apporter des choses qui est juste du plaisir, le pur plaisir de rire, des choses drôles, ou alors lui apporter vraiment quelque chose pour lui, une vraie réflexion, quelque chose par rapport au sujet qui est abordé et la manière dont ça va résonner dans sa propre vie. Donc, il faut avoir quand même ce lien et lui parler. Et bah, typiquement, dans les livres pour les petits, il y a des ressorts d'humour qui ne peuvent pas fonctionner avant un certain âge, en termes de narration, en termes d'effets. Enfin, évidemment, on regarde ça, on se dit, bah voilà, là, c'est beaucoup trop exigeant. Je sais pas, j'ai pas d'exemples qui viennent comme ça, mais
C'est vraiment en fonction de… Enfin, on se projette en fonction de comment l'enfant aborde aussi la vie et son quotidien et ce qu'il va comprendre, quoi. Il faut quand même que ça soit en phase et à sa hauteur. On dit souvent ça, à hauteur d'enfant et donc à hauteur de chaque âge. Et c'est vrai que tout à l'heure, Rachel parlait de l'âge adulte ou de l'adolescence où c'était moins facile de faire rire. C'est qu'il y a, par exemple, je pense à cet exemple-là, c'est quand les lecteurs deviennent adolescents, il y a des complexes qui apparaissent. Sûr. Il y a des blocages qui apparaissent et c'est quelque chose qu'on essaye de respecter aussi. Je veux dire, on s'adresse à eux, quoi. On va pas, on veut leur parler pour qu'ils nous comprennent et avoir voilà, une forme de compréhension mutuelle. Et pour rebondir sur ce que dit Clémence, Clémence, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire? Oui. Parce que j'ai écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait Moche. Et puis finalement, ça a été réédité sous le titre Miralène Mirabelle. Et c'est une fille qui est moche. Et bon, voilà, je raconte comment petit à petit elle va s'accepter et finalement devenir moins moche parce qu'elle va commencer à se trouver moins moche. Voilà. Et elle a écrit elle doit faire une rédaction elle est en 4e où elle doit se décrire physiquement. Et elle fait 2 rédactions. Une rêvée, Barbie, machin et tout, et en face, donc ça a été édité comme ça, les 2 rédactions face à face, comment elle se voit et elle se ressent. Donc absolument oui, très très moche, quoi. Elle se décrit très moche. Et chaque phrase renvoie à la description rêvée, la description ressentie. Et bon, finalement, elle donne la rédaction où elle est très moche. Et elle a une très très bonne note parce que la prof met dessus bonne description. Donc là, c'est la catastrophe. Et bien, cette histoire des 2 rédactions, c'est pendant chaque fois que j'ai fait des rencontres pendant des années sur ce livre, c'était le passage que tous ces ados de 4e, 3e, 5e préféraient. Et ils s'étaient très souvent exercés à le faire. Et en fait, l'humour parce que les 2 descriptions sont fausses. C'est pas une poupée Barbie et c'est pas non plus une sorcière. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils se ressentent à cet âge-là. Et le fait de leur avoir montré que, bah oui, dans un livre, on peut faire les 2 et pousser à l'extrême, on se rend compte à quel point c'est ridicule, mais à quel point c'est comme ça que c'est vécu à cet âge-là. Je pense que ce livre a fait du bien. Donc, c'est vrai que l'humour sur ce sujet des complexes, ça peut vraiment dédramatiser, vraiment. Alors, il y a une forme d'identification forte, je pense. C'est ça, c'est la question de l'identification. Absolument. Et comment parvenir à accompagner l'enfant au fur et à mesure de ce qu'il grandit, de ce qu'elle grandit, pour pouvoir toujours être raccord avec ses préoccupations et lui apprendre, encore une fois, comment rire de soi, ce qui serait probablement la plus grande des vertus. On arrive à la fin de cet entretien. Je vous remercie de l'avoir mené. Attention, vous toussez. Non, je tousse parce que je voulais dire quelque chose encore. On n'a pas parlé des autres. Voilà. Alors, j'allais venir à un dernier élément, puisque vous nous avez. On a eu droit à un teasing, Clémence et moi, tout à l'heure, sur les livres sur lesquels vous voudriez travailler et sur lesquels vous voudriez faire du politiquement incorrect, Rachel. Alors, quels seraient les sujets des ouvrages que demain vous pourriez proposer à Clémence qui, horrifiée ou amusée, acceptera de les publier? On verra, on la met au défi. Celui que j'ai vraiment le plus envie d'écrire, c'est un livre qui se moque des fanatiques de l'écologie. C'est une lutte tout à fait louable. La planète est en danger, tout ça, on est d'accord. Mais les gens qui sont prêts à vous mettre en prison parce que vous êtes trompé de poubelle, ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Et le fait qu'on en parle toujours avec un grand sérieux, et en particulier dans les écoles primaires, où depuis des années que je fais des rencontres en école primaire, à chaque fois la classe travaille là-dessus. Et une fois où j'avais fait une blague, je sais plus ce que j'avais dit, enfin encore une bêtise, et qu'il y a une petite fille qui s'est mise à pleurer en me disant « Mais à cause de vous, les bébés phoques, ils vont mourir !» Et je me suis dit « Oh là, il va falloir rendre ça un petit peu sexy et un peu rigolo quand même. On peut
faire attention à la planète et ne pas non plus tout prendre au sérieux. Voilà. Donc ça, Alors, donc Rachel, on entend que Clémence, ça vous amuse de veux-tu… faire mourir des bébés phoques. Non, mais ça m'amuse de… Enfin, je pense pas que ça soit… je sais pas, il y a quelque chose de… Ça devient presque un phénomène religieux où il faut surtout qu'on soit tous d'accord et que ça, c'est très sérieux. Surtout, c'est très sérieux. C'est ça qui est très intéressant dans ton idée, je trouve, c'est que effectivement, l'humour et l'autodérision sur ce genre d'implication, d'engagement peut aussi apprendre un peu à exercer son esprit critique sur sa propre position. Et je suis d'accord avec toi, si c'est apprendre de nouvelles choses plus écologiques, des gestes plus écologiques aux enfants, mais qu'ils le font sans réfléchir exactement à pourquoi ils le font, et que ça devient un dogme, mais qu'ils ne savent pas pourquoi. Enfin, je veux dire, ça peut être drôle, effectivement, par l'humour, d'interroger ça et d'être un peu plus pragmatique et de mettre des nuances dans cette action et voir pourquoi. Puis, voilà, puis pas les prendre pour des imbéciles. J'ai encore un peu de temps, Nicolas? Vous avez une minute ou deux, Rachel. Bon, parce que j'avais entendu… Après la planète explose. Voilà, avec les bébés phoques, bien sûr. Avec les bébés phoques. Sous Une l'impulsion émission des bébés phoques. sur France Inter, une journaliste qui donnait la parole aux enfants justement sur la pollution, et donc très sérieuse. Elle demande à une petite fille, voilà, qu'est-ce que tu penses de la pollution des voitures? Et la petite fille dit, oui, c'est dégoûtant, les pauvres voitures, les pigeons, ils font caca dessus. Et je m'étais dit, ah, ça, c'est bien fait. Parce que, voilà, c'est ça. Les enfants, ils ont de l'humour là-dessus. Ils peuvent en avoir. Il faut juste les autoriser. Voilà. Et ne pas trop les enfermer dans des carcans d'adultes qui, justement, restreignent leur créativité avant tout. Oui, absolument. Rachel, Clémence, merci infiniment de nous avoir accompagnés pendant cet entretien Nicolas. absolument invraisemblable. On n'est pas dans une première, mais on est dans une avant-première pour Lire en poche. Bonne continuation. On attendra votre prochain livre avec impatience, Rachel. Et puis, manifestement, vous allez travailler sur l'écologie, Clémence, si j'ai bien compris. Je suis ravie. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.